Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Et c'est l'épisode 96, enregistré le lendemain du jour où nous avons rencontré le grand maître. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors on va se faire un petit épisode prequel, on pourrait dire ça. Annonce, cliffhanger, débriefing. En fait, on vous avait promis une surprise cet été. J'osais difficilement en parler parce que c'était trop beau pour être vrai. Et on devait interviewer un grand nom de la gastronomie française. On nous avait arrangé un entrevue avec cette personne, une conversation. Et j'osais pas y croire tellement c'était trop beau pour être vrai. Et en plus, ça nécessitait que Guy et moi, on se déplace d'origines différentes à un endroit en France, dans la région de Roanne, entre Lyon et Saint-Étienne. Et avec la chaleur, avec les soucis de santé... Et tous les aléas qui peuvent survenir. Avec les alléluia de la vie. Hein. Voilà. J'avais du mal à l'annoncer et puis que ça ne se fasse pas. Voilà. Donc, je me retrouvais là comme un con avec des promesses qu'on ne pouvait pas tenir. Dites-le. Donc là, maintenant, c'est fait. C'est fait. Donc, et nous sommes le lendemain. On est le lendemain de la veille, donc le lendemain du jour où nous avons rencontré Pierre Troisgros, donc un des derniers grands noms de la gastronomie française. Du XXe siècle. Hein. Du XXe siècle, de la nouvelle cuisine. Alors, on a eu le décès de Paul Bocuse qui nous a fait tous pleurer à chaudes larmes au mois de janvier. Et puis, entre-temps, on a eu le décès de Joël Robuchon, 2-3 jours avant. 2-3 jours avant cette rencontre, Joël Robuchon annonce son décès. Je me dis, mince, ça va nous faire... On va annuler l'interview là-dessus. Si ça se trouve, le gars il va être tellement affecté qu'il ne voudra pas. Mais non, finalement, ça s'est fait quand même. Donc là, je me dis, il y avait plein d'événements qui auraient pu faire capoter le projet. Et puis, non, finalement, on a pu le rencontrer. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont pu mettre ça en place. Leur talent et leur qui ont contribué à ce qu'on puisse le rencontrer. Et qui nous ont fait confiance à ce point-là. Parce que pourquoi c'était important pour nous ? Parce que je me dis, avec Guy et son érudition qui est de plus en plus louée dans les commentaires que nous recevons à la fois sur iTunes, sur la page Facebook, je remercie tous les gens qui ont pris 5 minutes de leur temps à mettre ces commentaires. Guy, en quoi c'était important pour toi ? C'était important parce que, comme tu viens de le dire, Marc, c'est un des derniers grands cuisiniers. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres actuellement, hein, mais je vais dire que dans les grands cuisiniers qui ont fait le renom de la gastronomie française dans la seconde moitié du XXe siècle, avec Paul Bocuse, avec Alain Chapelle, avec Bernard Loiseau, et d'autres, bien sûr. Joël Robuchon vient d'en parler. Pierre Troisgros est un des grands derniers. Alors, il faut quand même savoir que Pierre Troisgros, actuellement, a 89 ans. Donc, bien sûr, il n'exerce plus réellement en tant qu'actif. On est à un mois de ses 90 ans. Voilà, de la cuisine. C'est son fils et ses petits-enfants, déjà ses petits-fils, qui ont repris les rênes des restaurants, des divers restaurants qu'il a créés. Mais pour autant, ça reste quelqu'un d'extrêmement important. Alors, ce qui nous a étonnés, parce qu'évidemment, avant de le rencontrer, moi, je le connaissais en tant que restaurateur pour être allé manger, je pense que c'est 13 fois à son établissement de Roanne, mais il y a déjà quand même quelques années, donc je connaissais un peu la maison, mais je ne connaissais pas la personne. Donc, quand on ne connaît pas la personne, on ne sait pas comment elle va réagir, on ne sait pas quel est son caractère, on ne sait pas si ça va vraiment coller, comme on dit, pour faire... Tu t'étais bien fait une idée un petit peu. Je m'étais bien fait une idée, mais je vais dire que c'est après coup qu'on se rend compte de la richesse de l'entretien, de la conversation. Alors, autant vous dire que plus la date approchait, plus on est fébrile. Alors, on essaye dans sa tête de faire la projection des questions. Alors, on se dit, ça va, on va les mettre par écrit pour ne pas les oublier. Et puis, le temps faisant, on n'a pas le temps parce que, on doit préparer le voyage, donc on n'a pas le temps de mettre les questions par écrit, donc il faut les avoir en tête. Et finalement, ça s'est particulièrement bien déroulé, il faut le reconnaître. Hein. Je dois t'avouer que j'étais très agréablement surpris et j'étais nerveux parce que
Moi, je ne connaissais pas ces grands noms de la gastronomie française. C'est toi qui me les as fait découvrir au fur et à mesure de nos conversations. Moi, j'étais plutôt dans la petite cuisine bourgeoise de restaurant, dans la petite ville provinciale de Bruxelles. Et mes parents connaissaient les Trois Gros, les Bocuse. Ma mère était une grande fan de Joël Robuchon, parce qu'il passait à la télé. Et ça, voilà. Bon, moi, je n'aimais pas trop parce qu'il ne parle pas comme un journaliste, donc il n'avait pas un air très, comment dire, TV-génique. Mais finalement, je me rends compte maintenant qu'on est un petit peu à la même position, c'est-à-dire qu'on parle de cuisine sans être des journalistes. Professionnels, évidemment. On nous reproche qu'on n'a pas un ton qui passe partout. Mais après tout, on est là pour partager nos connaissances, enfin, surtout les tiennes. Et celles des personnes qu'on rencontre. Voilà. Donc, quand je me suis un peu renseigné sur le personnage, Pierre Trogo, je me fais, oh là là là, il est officier de la Légion d'honneur, 50 ans de 3 étoiles, mais déjà, pour obtenir 3 étoiles, c'est pas facile, mais les garder 50 ans, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Et puis les transmettre aussi, hein, parce que bon, maintenant, il est retiré des affaires d'un point de vue strictement professionnel, mais le guide Michelin, en principe, en tout cas en Belgique c'est le cas, lorsqu'il y a passation de pouvoir, il y a chute d'au moins 1 étoile. Bon, ce n'est peut-être pas trop la politique en France, il y a peut-être un plus grand respect des établissements. Donc ici, les 3 étoiles sont conservées, même si l'établissement de Roanne n'existe plus en tant que tel et qu'il s'est déplacé à quelques kilomètres de là, à la campagne, avec, disons, de plus grandes possibilités au niveau d'extension, au niveau du fait de se garer, donc c'est beaucoup mieux. Ce qui est un petit peu dommage, c'est pour la ville de Roanne. Bon, il y a toujours un établissement qui dépend de la famille, mais qui est plutôt un établissement plus brasserie que haute gastronomie, ce qui n'empêche pas que la qualité des produits et des plats qui sont servis soit à la hauteur du grand frère 3 étoiles, évidemment. Je ne demande pas mieux qu'à te croire. Oui, ça veut dire qu'on aurait pu aller manger, mais qu'hier, c'était fermé. J'étais choqué de voir que, justement, après cette conversation, on dit on irait bien manger dans un de ces établissements. Ils étaient tous les deux fermés, tous ceux où nous voulions aller. La colline du Colombier était fermée le mercredi. Et le central qui est en face de la gare est fermé au mois d'août. Voilà. Parce que ces messieurs ont besoin d'aller en vacances. C'est normal, mais nous étions frustrés en fait. Hein. En pleine période touristique, je ne comprends pas. On peut prendre ses vacances en d'autres moments, non ? Non, parce que le personnel a le droit de toute façon de prendre ses vacances quand il l'entend. Hein. Faut quand même respecter. C'est pas parce que c'est de la cuisine que les gens n'ont pas le droit d'aller en vacances aussi. Ils ne sont pas obligés d'aller en vacances au mois de février quand il n'y a rien à voir, qu'il fait froid. C'est là où les prix sont moins chers sur les vacances. Oui, mais il faut s'exiler, alors s'expatrier. Enfin bon, c'est mon point de vue. Moi, je suis persuadé que si tu veux faire des affaires, il faut être là quand ton client est là et en période touristique. Bon, c'est peut-être pas aussi chargé parce que Roanne est sur la Nationale 7, qui fut-il une époque probablement était la nationale qui permettait aux Parisiens de descendre à 7. Entre autres. Comme je disais, il y a une chanson là-dessus. Hein. Oui, de traîner. Hein. Bref. Bon, il s'avère que par les circonstances et les rencontres que nous avons fait avec ce podcast, nous avons donc rencontré quelqu'un qui a dit « Ah, mais moi je connais Pierre Troisgros. » Et moi C'est surtout ma sœur qui le connaît en fait, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà, et que sa sœur le connaissait, et j'ai dit, mais audacieusement, je dis, mais moi ce serait vraiment génial qu'on puisse l'avoir dans un podcast comme ici. Et il dit, je vais me renseigner, et puis quelques temps après, il va judicieux... Enfin, il nous recontacte en nous disant que c'est possible. Et il nous dit, voilà, il va donner cette faveur à sa sœur parce que les circonstances font que depuis le décès de son grand ami Paul Bocuse, j'ai pu me rendre compte qu'il avait plein d'anecdotes de la complicité qu'il avait avec cet autre grand chef. Mais il était marqué. Il a été marqué et il veut plus parler à la presse. Donc je me sentais d'autant plus privilégié et d'autant plus impressionné en disant, mais il nous fait une faveur qu'il refuse de faire tous les autres journalistes. Ça ne se refuse pas, ça, hein. On tire son plan et on s'organise pour pouvoir accéder à la conversation et à l'entretien. Je vais faire une analogie qui a des circonstances et qui peut-être pas que tu auras du mal peut-être à percevoir. C'est comme si j'étais une petite frappe de Lille, réserviste, et que je me retrouve à rencontrer Al Capone, c'est ça ? À assurer la sécurité du président. Ah, voilà. Et t'es là, j'ai pas intérêt à
en lâcher une de travers parce que je sens que je peux faire tout capoter. C'est comme c'est une ascension trop rapide, c'est trop beau, quoi. Je veux dire, quelles sont les chances pour un kidam comme vous et moi de rencontrer comme ça et de passer ne fût-ce qu'une heure avec quelqu'un dont le temps est infiniment plus précieux et qui a l'air comme ça dans les hautes sphères. Mais moi j'avais le souvenir, et je pense que j'en ai parlé dans l'hommage que nous avons rendu à Paul Bocuse, c'est de ma surprise, il y a quand même maintenant une vingtaine d'années, de rencontrer Paul Bocuse et qui nous accorde à deux, non pas avec toi Marc évidemment, mais une heure d'entretien autour d'une bouteille de champagne, alors que finalement je ne souhaitais qu'une chose, c'est un menu dédicacé. Oui. Donc ces grands chefs-là, quelquefois, peuvent se montrer d'une affabilité et d'une cordialité extraordinaire. Quelquefois, parce que tu as eu complètement l'inverse avec d'autres chefs étoilés du même niveau. Ah, on peut très bien avoir des chefs étoilés qui sont imbuvables. Je n'en citerai pas ici à l'antenne, parce que je ne tiens pas à me faire des ennemis. Tu m'as parlé d'un gars qui vous a clairement envoyé bouler. C'est-à-dire qu'il n'était pas très sympa finalement, alors qu'on avait été manger chez lui et qu'il est simplement venu demander si on avait bien mangé, point, et puis il a tourné les talons. Tu as parlé d'un autre chef où tu voulais aller avec l'école hôtelière, en te présentant comme école hôtelière, et qui a dit non, nous réservons nos tables aux bons clients. Exactement. Et qui ne voulait pas vous voir. Exactement. Donc, ça, c'est un très mauvais souvenir. Là non plus, je ne donnerai pas le nom de l'établissement, mais il faut reconnaître que c'est un des plus mauvais souvenirs de mon expérience d'organiser des voyages avec des élèves dans des grands établissements. Pour vous donner un peu le contexte, c'était il y a aussi une vingtaine d'années. L'établissement, bien sûr, était fermé pendant l'hiver. Donc, au premier jour de réouverture, je les appelle et puis ils me disent « Bon, écoute, on ne peut pas encore statuer parce qu'on ne sait pas trop. » En fait, bon, voilà, c'était pour un congé prolongé week-end d'Ascension. Et puis, je crois que c'était sur le coup du mois de mars, février-mars, je recontacte. De nouveau, beaucoup d'indécisions. Et puis, je sens bien qu'il y a un malaise. Bon, nous étions 11, 2 adultes et je dirais des grands adolescents de 18 ans, parce que c'est des élèves qui faisaient des études en année terminale, et puis bon, voilà, je veux réserver, mais écoutez, c'est pas possible. Enfin, je dis, écoutez, s'il y a un problème, on peut scinder en deux, on peut aller le midi plutôt que le soir, on peut couper la table en deux, 5 un jour, et le reste 6 le lendemain. Et finalement, ça a été refusé en nous disant, non, on réserve les tables aux bons clients. Bon, voilà, c'était quand même... Il ne voulait pas vous voir. Il ne voulait pas nous voir, mais je leur ai dit, mais écoutez, c'est pas une question d'argent, on peut prendre... On ne va pas pour prendre le menu du jour, le lunch du midi, on va pour prendre le grand menu gastronomique. Non, c'était impossible. Enfin, bon, voilà. Donc, je n'y mettrai jamais les pieds. Donc, tu ne veux pas dire qui c'est. Je ne veux pas dire qui c'est. Tu nous as dit comment il t'a mal reçu. Voilà. Donc, tu as été confronté aux deux opposés du spectre de la convivialité avec des... Par contre, à l'époque, au même moment, dans les mêmes années, je suis allé donc chez Pierre Troisgros et nous avons fait, au moins à une reprise en tout cas avec lui, un voyage gastronomique donc avec des élèves, même à plusieurs reprises en fait. Et comme nous étions 70, il a simplement demandé que nous scindions le groupe en deux, ce qui n'était pas un problème pour nous. Donc, 35 élèves sont allés manger là un jour et les 35 autres le lendemain. Donc il y avait, de la part de quelqu'un comme Pierre Troisgros, il y a plus de 20 ans, déjà cette envie de recevoir des élèves d'école hôtelière pour leur permettre de voir ce qu'était le travail et la cuisine dans un établissement triétoilé. Donc je le connaissais un peu, sans être intime, je le connaissais un peu, des gens de cette époque-là, et je savais que c'était quelqu'un qui était gentil, qui était aimable, qui était affable. Néanmoins, on est quand même toujours impressionné. Ce qui justifie que je me suis réveillé la nuit précédant notre rencontre avec lui à 3h30 du matin et je n'ai plus dormi parce qu'on refait excité comme une puce. Mais on refait sans cesse en fait la projection de la conversation qu'on va pouvoir avoir et des questions qu'on va pouvoir lui poser. Et une crainte qu'on a, c'est de commettre un impair, c'est de parler de quelque chose qui pourrait le déranger, qu'à partir de ce moment-là, la personne se ferme ou ne répond plus que du bout des lèvres. Et alors, nous avons préparé l'entretien en lui disant dès le départ s'il y avait des sujets, qui le dérangeaient ou dont il ne voudra absolument pas parler. Et on a cité, sans les reciter maintenant, 3-4 sujets qui auraient pu lui poser problème, ce qui est logique. Et il a dit non, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est une émission qui n'est pas en direct. Ce qui veut dire que si vraiment il y a quelque chose à couper, on peut toujours le faire après. Et par correction, bien entendu, une fois le montage de l'émission fait, nous lui proposerons de la réécouter, de l'entendre, pour qu'il nous dise s'il y a des choses dont il ne veut absolument pas que nous parlions, et puis on supprimera les choses. Mais de toute façon, autant vous dire maintenant qu'il n'y a pas de sujets qui ont été
ont été tabous et que toutes les questions, je veux dire aussi bien sur son enfance, sur sa vie, il nous en a parlé, il a parlé du métier, on n'a pas posé des questions extrêmement pointues d'un niveau technique, il nous a raconté toute une série de choses, l'histoire de sa vaisselle, les modifications qu'il a fait avec l'avenue de la nouvelle cuisine, on a parlé des fonds de base, on a parlé d'anecdotes, enfin voilà, on a vraiment tout abordé. On a plus de 3 heures d'enregistrement, comme ça, finalement. C'est inespéré, parce que moi, je m'attendais à faire 1 heure. Oui, voilà. Puis finalement, il dit, on continuera après le déjeuner. Donc, on a pris un déjeuner. Et on a eu quand même un joli déjeuner dans de bonnes conditions. On a été reçus comme des princes. Il faut quand même rendre hommage. On a été reçus comme des princes, en toute simplicité, en toute convivialité. Alors, ça ne gâche rien, mais nous étions sur une terrasse dans un cadre magnifique avec vue au loin sur les monts du Forêt, et puis l'après-midi le soleil avait bougé, donc on a changé d'endroit. Là nous étions à l'ombre d'une glycine avec le chant des oiseaux, avec le chant des oiseaux, donc c'était vraiment une conversation très agréable. Et puis nous l'avons tenue en compagnie de quelqu'un de tout aussi intéressant et agréable qui est Claude Carrat, avec lequel nous avons déjà discuté du livre sur la cuisine des autistes. Cuisine un jour bleu. Voilà, donc c'était vraiment intéressant à tout point de vue. C'était vraiment quelque chose d'enrichissant et d'inoubliable. Finalement, je t'ai agréablement surpris en tout point. Et Claude, justement, me disait, mais tu as l'air content. J'ai l'impression que tous mes Noëls sont arrivés en même temps, là. Comme un petit garçon qui a tous ses Noëls d'un coup. C'est une expression anglaise. D'être là. Donc, je suis super content de pouvoir faire partager ça avec l'auditeur, l'auditrice qui nous écoute dans les prochains épisodes. Donc, on est en train de préparer ces conversations. On va probablement faire 3 épisodes. 3 épisodes, pour ne pas que ce soit trop long. Parce que ça va être, j'ai dit plus de 3 heures. C'est 3h30 que j'ai en enregistrement brut. J'étais assez nerveux. J'ai testé 3 fois mon matériel avant de partir. Je me suis assuré d'avoir tout pris. J'étais en excédent de bagages, donc j'ai préféré prendre moins de vêtements. Donc, là, le lendemain... on s'en doute un peu comme ça. Oui, toi tu le sens, moi, les autres ne sentent pas. Je tiens à rassurer nos auditeurs, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et au moment de démarrer l'enregistrement, paf, la carte mémoire dans l'enregistrement... Qui ne va plus. Elle ne va plus. Dans l'enregistreur, donc j'avais tous les micros posés, tout le matériel. Et puis il faut dire que nous étions à peu près un quart d'heure en retard par rapport au timing prévu pour une raison toute simple. C'est que on s'est dit, voilà, il faut. Donc tu m'avais déjà demandé ça depuis la Belgique il y a une dizaine de jours. Est-ce que tu peux me trouver un livre de Pierre Troisgros pour le faire dédicacer? Bon, le temps ne me permettait pas vraiment d'aller faire des recherches ni de le commander. Puis je m'étais dit, bon, nous serons là du côté de Roanne. Si à Roanne, il n'y a pas une librairie qui a des livres de cuisine de Pierre Troisgros, où est-ce qu'on va en trouver, quoi? Donc nous avons arpenté le matin très rapidement, à partir de l'heure d'ouverture, 2 établissements. Et malheureusement, il n'existe plus, à Roanne non plus, de livres consacrés, ou du moins émanant directement de Pierre Troisgros. Par contre, il y avait des livres de ses enfants, de Michel Troisgros. Bon, on s'est dit, il ne va quand même pas refuser de dédicacer des livres qui sont ceux de son fils. Donc nous avons acheté quelques livres de cuisine de Michel Troisgros. Non, mais il faut savoir aussi que quand tu lâches Guy dans une librairie, il y a un grand rayon de cuisine. C'est Disneyland. Tu sais plus l'en décoller, même avec de l'eau chaude. Oui, voilà. Donc en fait, on a pris, disons, un quart d'heure de retard. Et puis, le temps d'arriver au rendez-vous, nous avions un petit quart d'heure de retard, dont nous nous sommes excusés. Mais ça n'a pas posé problème. Enfin, il y avait un peu de stress, de toute façon, pour ne pas décevoir. Et puis, on a vraiment passé une journée agréable. Je n'en reviens pas que ce soit le début de la conversation, où rapidement, il a été très, très simple dans son abord, très convivial, vraiment, très, très convivial. Et puis, on a dû nous rappeler à l'ordre pour l'heure du repas, parce que finalement, on aurait continué encore pendant 2 heures. Donc, nous avons fait une petite pause repas, où la conversation était encore tout aussi intéressante, mais malheureusement, elle n'a pas été enregistrée. Il faut quand même bien l'admettre que ça n'a pas été enregistré, malheureusement, parce qu'il s'est dit plein de choses. Et puis après ça, nous avons repris après le repas et nous avons continué l'interview, tout aussi enrichissante que le matin. Et puis, on aurait encore pu continuer pendant des heures, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Ça ne s'est pas fait pour une simple raison, c'est que la journée est passée, qu'il fallait bien trouver une solution et abréger.
Et après coup, on se rend compte qu'il y a plein de questions qu'on aurait pu encore poser. Et je me suis dit, bon, j'ai oublié de lui demander ceci, j'ai oublié de lui demander cela, on a oublié de parler de ça. Et pour autant, je pense que vous ne serez pas déçus des choses que vous allez apprendre et des anecdotes que vous allez apprendre. Alors, moi, j'ai appris énormément de choses. Par exemple, comment est-ce qu'on en est arrivé au service sur assiette? Parce qu'au moment où il a commencé sa carrière, c'était tout du service en plat à table, avec chacun une petite assiette devant lui. Et il explique comment est-ce qu'il en est arrivé là. Il revendique d'être un des précurseurs du service sur assiette, sur les grandes assiettes de 32 cm. Mais en tout cas, il explique tout à fait l'histoire et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Tout ça est né de l'assiette de sa recette fétiche qui est le saumon à l'oseille. Donc, cette assiette... raconte pas tout, il faut laisser un petit peu les gens écouter. Oui, mais on peut leur donner un peu envie, comme ça, de nous écouter. Donc, c'est venu de cette assiette-là, où finalement, comme il vous l'expliquera, il y avait des contraintes techniques pour la dégustation. Le service sur plat n'était plus de mise, pour une question de quantité respective des différents produits. Alors, il a été amené à trouver des assiettes sans trop savoir ce qu'il allait faire, parce qu'elles n'existaient pas. Donc, dans un premier temps, les assiettes étaient des plats. Et puis finalement, il a encore dû modifier les couverts. Enfin, vous entendrez tout ça. Ah oui, parce que là, il y a une cuillère à poisson dont il a raconté l'histoire aussi. Comment on est arrivé à faire évoluer le couteau à poisson qui est devenu une cuillère à poisson tout en permettant de ne pas être aussi creuse qu'une cuillère à potage et tout en permettant encore de découper le poisson avec, en fait. Et donc, moi, j'ignorais que dans la gastronomie française, on en arrive à avoir une influence sur la vaisselle, l'évolution de la vaisselle et des couverts. Parce que pour moi, j'ai couteau-fourchette, t'en as un des grands, t'en as des petits, et c'est comme ça depuis longtemps. Et puis, non, finalement... En fait, quand j'ai quitté l'école hôtelière, parce que l'école hôtelière, c'était encore le service classique avec les assiettes de 24-25 cm de diamètre, alors quand vous retirez ce qu'on appelle les ailes de l'assiette, c'est-à-dire le bord, la surface utile n'est plus très grande. Or, l'escalope de saumon à l'oseille, c'est une grande tranche de poisson relativement fine, mais très, très, très étendue en surface. Donc, pour pouvoir la dresser avec encore la sauce qui est autour, vous devez avoir une surface de dressage qui est grande. Ce qui veut dire qu'il fallait de très grandes assiettes. Et quand j'ai commencé le travail en restauration, en salle et puis en cuisine, c'était le tout début des toutes grandes assiettes. C'était vraiment une nouveauté. Les premières commençaient à arriver. Et je me rappelle, mon patron de l'époque, il disait, bon, ben nous, on va travailler des assiettes de 32 cm. Et encore, l'aile n'était pas très grande, donc il y avait une très grande surface à habiller. Ce qui était intéressant, parce que ça permettait de faire enfin de très beaux décors. Et c'est ce qui a permis de s'affranchir des plats dressés. Et si vous avez maintenant l'opportunité d'avoir de superbes assiettes dans tous les restaurants où vous allez manger, et surtout dans les livres qui sont dédiés aux recettes de ces restaurants, vous avez de véritables œuvres d'art. Vous avez une adéquation entre l'assiette, c'est-à-dire ce que vous mettez dedans qui est le tableau, et l'assiette qui est le contenant, qui devient un cadre du tableau. Et de là l'intérêt maintenant de choisir l'assiette en fonction de ce qu'elle va contenir, parce qu'on ne mettra pas un bord avec une aile de n'importe quelle couleur, avec n'importe quel plat, il faut que ça soit assorti. Et puis est arrivée la mode des assiettes de toutes les formes, des assiettes ovales et puis des assiettes carrées. Alors l'assiette ovale, c'est la même chose. Au départ, c'était un plat en porcelaine destiné à recevoir un morceau de poisson en général, ou à recevoir un gigot ou un poulet ou quelque chose comme ça. Et ces assiettes ovales sont devenues progressivement... Enfin, ces plats, pardon, sont devenus progressivement les assiettes ovales. Alors après ça, il y a eu les assiettes carrées, puis les assiettes octogonales. Ça, c'est arrivé dans les années 70. Oh, oui, ben, non, moi je dirais que la grande recherche qu'il y a eu dans l'esthétique des assiettes et toutes les formes parfois bizarroïdes, c'est arrivé dans les années 80, 90, 2000. Et on invente encore actuellement toute une série d'assiettes. Alors bon, on va prendre... Oui. Mais... Je t'ai dit, j'ai acheté sur eBay le nouveau Larousse gastronomique qui date de 1968. Et là-dedans, j'ai beau le feuilleter, il n'y a pas question de service sur assiette. Ah non, tout à fait. C'est quelque chose qui est apparu quasiment... c'est apparu dans les années... Avec la nouvelle cuisine. Oui, surtout quand la nouvelle cuisine s'est développée. Parce que dans un premier temps, la nouvelle cuisine était uniquement l'apanage des fameux grands chefs que Dodongo et Millot, comment dirais-je, a instauré qu'il s'agissait de la nouvelle cuisine. Alors vous aviez justement Trois Gros, vous aviez Chapelle, vous aviez Robuchon, etc. Vous aviez
comment c'est ce que c'était encore lui, Michel Guérard. Et alors au début, ces personnes ont dû utiliser de la vaisselle de service, donc des plats. Et ce n'est que lorsqu'il y a eu une demande qui s'est étendue aux autres restaurants et qu'il y a eu possibilité de faire une production massive d'assiettes spécifiques, on est passé du plat à des assiettes. Parce que le plat, au départ, n'a pas exactement les mêmes caractéristiques qu'une assiette. Il est plus épais et il a des petits pieds en dessous. Il a une espèce de rebord en dessous qui fait que c'est un plat. Or, l'assiette a une autre architecture. Donc, il a fallu que ce qui était des plats se transforme véritablement en assiette. Et surtout, ça allège un petit peu parce que quand le personnel de salle doit débarrasser une pile d'assiettes dans une table, si elle pèse toute 1 kg ou 1,5 kg, c'est quand même très lourd. Hein. Vous avez 10 convives avec des assiettes d'1,5 kg, vous avez 15 kg sur la main. C'est pour ça que le personnel de salle s'est plaint qu'ils devenaient des porteurs d'assiettes. Ça, c'est dû au fait, c'est pas tellement dû au fait du poids des assiettes qu'il fallait débarrasser, c'est surtout au fait qu'on a surtout retiré le travail de finition de cuisine au personnel de salle. Plus question d'avoir, ou très peu en tout cas, de découpe, plus de préparation magistrale, plus de finition. Quand on enseigne encore actuellement en école hôtelière, on enseigne encore certaines choses classiques, mais de moins en moins, c'est-à-dire la finition d'une sauce en salle. Je vais prendre un exemple, un steak au poivre vert, un steak au poivre noir peut très bien se terminer en salle. Donc la viande arrivait dans un ustensile de cuisson ou éventuellement redressée sur un ustensile qui faisait croire qu'il avait été cuit dedans, hein, une belle sauteuse en cuivre, une belle poêle en cuivre étamée. La viande arrivait, vous aviez du jus de veau, vous aviez du beurre, vous aviez du cognac, vous aviez du poivre, et puis le maître d'hôtel ou le chef de rang terminait votre préparation devant vous, et vous demandez éventuellement, avec peu de poivre, est-ce que la préparation vous convient, on goûtait, on rectifiait l'assaisonnement, et c'était comme ça pour plein de plats. La préparation d'un steak tartare se faisait aussi comme ça devant le client. Et la préparation d'un steak tartare se faisait devant le client. Elle se prépare encore devant le client dans pas mal d'endroits parce que c'est un plat de brasserie qui ne nécessite pas de cuisson. Par contre, des pièces qui se terminaient avec une cuisson et la réalisation d'une sauce, c'est quasiment anecdotique. Et même flambé devant le client, flambé, bien, ça. Voilà. Ça ne se réalise quasiment plus parce que ça demande du personnel de salle compétent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le chef est véritablement devenu l'artiste de la maison. C'est lui qui faisait le décor, c'est lui qui concevait l'assiette. Le personnel de salle, entre guillemets, ne faisait plus que l'apporter à table, la servir, donner le pain, donner le beurre, changer le cendrier, à l'époque on fumait encore, servir le vin, bien sûr le faire goûter, remettre du vin dans les verres, proposer l'eau. Mais il n'y avait plus de travail magistral de salle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a engagé progressivement des gens qui coûtaient moins cher, mais qui avaient moins de compétences, puisqu'elles n'étaient plus nécessaires. Donc, forcément, le travail de salle s'est malheureusement appauvri, au détriment de la qualité des cuisiniers. Je vais te raconter une anecdote. Je veux dire que j'ai appris la salle sur le tas parce que j'ai aidé mes parents lors de leurs activités de traiteur. Donc j'ai fait des dîners privés, j'ai fait des banquets de plusieurs centaines de personnes. Et en tant que fils d'eux, tu es réquisitionné. Donc ils m'ont donné les rudiments sur le tas. Et donc quand j'ai cherché du travail après mon diplôme, je voulais travailler rapidement. Et un métier dans lequel il ne manque jamais de personnel, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc j'ai été dans une agence d'intérim qui était spécialisée personnel de restauration, donc de service. Donc comme j'ai aucune compétence en cuisine, en tout cas aucune qualification, c'était plutôt vers la salle. Et donc je me souviens la première fois qu'on m'a, dans une agence d'intérim avec l'enseigne rouge, la seule question qu'on m'a demandé pour m'enregistrer comme extra de salle, c'est combien d'assiettes savez-vous porter du premier coup. Et ça, c'est une compétence qui est arrivée justement avec le service sur assiette, c'est d'arriver à porter plusieurs assiettes en même temps. Et je crois que le plus que j'ai vu, c'était 8. C'est combien que tu as vu porter ? Moi, je suis déjà monté à une vingtaine d'assiettes, mais pas les assiettes de 32 cm. Hein. Je parle d'assiettes de taille standard, classique, à l'ancienne, donc des assiettes de 24 à 26 cm. Mais attention, certaines faisaient leur propre, c'était de la grosse porcelaine, c'était pas de la porcelaine fine, c'était pas du Limoges, hein, pour une question de résistance. Et bon, à une époque, je pouvais porter une vingtaine d'assiettes, avec encore en plus. Quand je dis vingtaine d'assiettes, c'est au débarrassage, hein, soyons clairs, c'est pas au moment de servir. Hein. C'est au débarrassage, avec en plus un plat sur le bout des doigts en dessous des assiettes qui permet de récupérer les déchets d'assiettes et les couverts. Et ça, c'est une question d'habitude.
Il faut reconnaître qu'au début, quand on apprend à 14-15 ans à porter des assiettes, on en porte 4, plus un plat, et c'est déjà très lourd. Et puis, on finit par se muscler, on finit par avoir une habitude, et là, on jongle avec une vingtaine. Maintenant, il faut être honnête, 20, c'est vraiment, je pense, le cas extrême, parce que ça fait quand même un poids. Et puis c'est du spectacle aussi. Ça... Oui, mais on ne fait pas non plus... Bon, moi, dans mon cas, quand je portais autant d'assiettes, il n'y avait pas 200 mètres à parcourir avec les assiettes non plus, parce que c'est intenable. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'aide quand même de la main droite, puisque les assiettes sont sur la main gauche, pour soutenir, parce que c'est quand même lourd. Disons que le classique, c'est 10, 12, jusqu'à 16 assiettes. Ça, c'est l'habitude. Regardez un petit peu les dames, parce que ce sont des dames qui s'occupent de faire le service à la fête de la bière à Munich. Oui, elles portent tous les... Elles portent des chopes d'un litre. Mais il y a une poignée sur les chopes. Oui, il y a une poignée, mais vous avez déjà vu le nombre de chopes que certaines peuvent prendre dans une seule main. Vous êtes à des 7-8 chopes d'un litre dans chaque main, portées comme ça, je dirais presque à bout de bras. Ça fait, oui, parce que la chope, quand on dit 7-8 litres, ça c'est le contenu, mais il y a le contenant, il y a le verre qui est vraiment très lourd. Donc faites le compte, vous êtes largement à plus de 10 kilos. Alors ce n'est pas comme un seau d'eau de 10 kilos, de 10 litres qu'on porte le bras ballant, c'est le porter avec le coude plié. C'est quand même lourd, Mais ça c'est une question d'habitude. Alors pour revenir aux assiettes, et ce qu'elles ont encore influencé, ce sont les couverts. On va prendre un exemple. Anciennement, une entrée, non poisson, c'était le couvert entremets, parce qu'on servait l'assiette, on servait le plat sur une assiette entremets. Donc il y avait une adéquation esthétique entre la taille du couteau, de la fourchette, voire de la cuillère, et l'assiette. Lorsqu'on est arrivé avec l'assiette de 32 cm, même en entrée, il n'a plus été question de mettre un couvert à entremets à côté, puisque c'était disproportionné. Donc on est passé aussi à un couvert qui n'était pas toujours aussi grand que le grand couvert classique, mais un couvert beaucoup plus grand que l'entremets, de manière à avoir une adéquation entre la taille de l'assiette et le couvert qui allait servir à manger ce qui était dessus. Voilà. Ça, ce sont tous des changements qui sont arrivés. Mais ça a aussi changé la taille des tables. Ça a changé la taille. Les tables de bistrot. Ça a changé la taille des tables. Par exemple, nous avons eu l'occasion de faire une réception ensemble dans un hôtel dans les Ardennes. Les tables faisaient 110 cm de long pour 70-75 de large. Et puis on est passé comme ça à des tables qui font, la norme c'est le minimum maintenant, c'est 120 sur 80, mais même quand on a des tables de 80, on est encore un peu juste. Lorsqu'on doit mettre une assiette de base qui fait forcément au minimum 32, si pas 34 cm, encore les verres et les cendriers, il n'y en a plus, l'assiette à pain, la petite fleur... les trois verres. Les trois verres. Et alors, même chose, les verres ont changé de taille. Ah oui. Parce que pour qu'ils soient... Ça a l'air petit à côté. Ah oui, avant on mettait des verres à vin, soit le type ballon traditionnel, dont il existe plusieurs modèles, le petit, le moyen et le grand, où on mettait éventuellement le verre de type INAO, c'est-à-dire un verre qui est un petit peu plus effilé, donc c'est le ballon à la base, mais après il y a l'apparaison du verre qui prend un peu en hauteur. Ce verre-là n'était plus du tout approprié, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé de superbes verres avec des très hauts pieds, des ballons qui étaient en hauteur, de manière à ce que la table soit esthétique. Et maintenant, on se rend compte que pour être à l'aise, il faudrait même avoir des tables qui fassent non plus 80, mais je dirais qu'on monte facilement à 1 mètre pour pouvoir mettre les choses. Alors, un petit truc, moi j'avais des tables en école hôtelière de 120 sur 80. Lorsqu'il y avait un banquet, je dirais, de prestige, on travaillait sur le champ de la table. Donc on mettait les tables non plus en longueur, mais bien en largeur. Chaque personne avait 80 cm, elle avait la largeur totale de la table, elle avait 80 cm pour être à l'aise. Et la table faisant 1,20 m, vous pouviez mettre des chemins de table et tous les verres que vous vouliez et toutes les fleurs que vous vouliez sans aucun problème. Mais là, c'était une nécessité, parce que les 120 cm, vous retiriez déjà facilement 70 pour l'assiette, parce que l'assiette n'est jamais mise au bord de la table, elle est toujours mise à 2 cm du bord, pour une raison toute simple. C'est que quand on s'assied à une table, les messieurs en tout cas, lorsqu'ils ont un gilet ou bien une veste qui est fermée, oui, la cravate, c'était pas ça le problème, c'est que les boutons accrochent au bord de l'assiette si elle est mise au bord de la table. Et vous avez l'assiette qui se relève et la serviette qui est dedans qui tombe par terre. Donc on dépose toujours l'assiette sur la table. Il y a une manière de tenir l'assiette avec ses doigts et de prendre une mesure. On dépose toujours à peu près un pouce, un gros pouce du bord de
de la table. Donc forcément, assiette de 32 minimum quand ce n'est pas 34 au niveau de l'assiette de base, plus les 2 cm, vous êtes tout de suite à 37-38, x 2, vous êtes à plus de 70 cm. Il vous reste déjà plus que 50 cm pour mettre les verres, les garnitures de table. Donc tout ça, le fait de... On ne s'imagine pas les implications que ça a eu. Créer une recette de saumon à l'oseille a eu une implication chez tous les fabricants de meubles, chez les fabricants de tables, le nappage, enfin, il y a plein de choses qui en sont découvertes. Mais aussi, par exemple, c'est ce qui a poussé la disparition de la coupe à champagne par rapport à la flûte. Ça, c'est plus ancien aussi, oui. On en a parlé, comment la coupe à champagne, en fait, était plutôt encombrante. Elle est plus large déjà. Quand le reste des couverts commence à prendre plus de place, mais finalement, la flûte était bien plus pratique. Oui, mais c'était aussi une question, pas seulement d'esthétique, c'était une question aussi de vouloir garder la qualité d'un vin mousseux ou d'un champagne. C'est que pourquoi crée-t-on un champagne? Au départ, on crée un champagne pour avoir le plaisir des bulles. Bon, ça c'est le plaisir. On a ce côté frisant quand on le déguste, et on essaye que les bulles restent le plus longtemps possible dans le verre quand on le sert. Et alors on s'est rendu compte, d'abord que quand le vin était étalé dans une coupe, le vin de champagne, il se réchauffait beaucoup plus vite. Comme la surface d'évaporation était plus grande, le gaz allait s'échapper beaucoup plus vite. Donc, à la fin, lorsqu'on ne buvait pas son verre, et c'est normal, je dirais quasiment d'une traite, qu'est-ce qui se passait? On avait un vin qui commençait à tiédir et on avait un vin qui était dégazéifié. C'était pas très bon. Donc, les flûtes existaient bien entendu de manière antérieure, mais progressivement, elles ont remplacé dans les établissements de qualité les anciennes coupes. Et il n'y a plus que les grands-mères qui ont encore leur service de mariage en cristal avec des coupes larges qui servent éventuellement leur champagne dans ce genre de verre. Mais on peut s'en servir au plein d'usage. Vous pouvez réaliser un entremets, un dessert dans une coupe à champagne, ça ne pose aucun problème. Et puis l'appellation est restée. On ne dit jamais à quelqu'un, venez, je vous offre une flûte de champagne. Non, on va dire, je vous offre une coupe de champagne. L'usage du nom est resté, même s'il n'est plus du tout approprié. Sur les cartes de vin, tu vois le vin au verre et le champagne à la coupe. À la coupe, oui, ça reste une appellation, même si le récipient qui contient le vin n'est plus celui-là dans la réalité. On voit encore des coupes dans les films des années 60, les premiers James Bond. Oui. Mais ça a complètement disparu maintenant. C'est-à-dire que celui qui en veut vraiment, je crois qu'il peut encore en trouver dans les magasins d'art de la table spécialisés, mais je suppose... Je n'ai jamais testé, mais qu'on va vous les déconseiller. Il y a plus de chance chez les brocanteurs. Ah, et là, il n'y a pas de problème, là, vous en trouvez. Quand on vit dans la maison d'une grand-mère décédée et qu'on met tous les verres à la brocante, c'est clair que là, vous allez en trouver par dizaines. Maintenant, on a un tel projet artistique sur la vaisselle qui sort des nouveaux modèles d'assiettes, les plus bizarroïdes quelquefois, mais aussi les plus beaux, signés par les plus grands noms. Bon, vous avez des assiettes, disons, d'inspiration Picasso, mais pas que. Vous avez Philippe Starck, vous avez d'autres designers. Et un restaurant se doit maintenant de changer sa vaisselle avec une rotation quasiment de 2 ans. Je ne vais pas dire parfois chaque année, certains le font quand ils ont les moyens. Mais il y a de la casse aussi. Il y a de la casse. Alors certains services sont garantis, par exemple contractuellement pour les grands restaurants, à être renouvelés et réassortis jusqu'à telle date. Mais après, moi je me suis déjà retrouvé avec de superbes assiettes. Quand j'ai voulu en racheter, on m'a dit non, elle n'existe plus, le modèle n'existe plus. Alors bon, vous avez acheté 12 assiettes et puis vous retrouvez avec 11, avec 10 et vous devez faire avec. Alors il y a un petit truc intéressant, mais c'est généralement confidentiel. Certains restaurants revendent à un prix intéressant leurs assiettes et leurs vaisselles à des écoles hôtelières. Ça existe. Je n'ai jamais, moi, utilisé ce système-là, mais je sais que d'autres l'ont fait. On te l'a proposé ? Non, parce que je n'ai pas cherché. Mais je connais certaines écoles qui ont des accointances ou qui avaient des accointances avec certains restaurants. Et quand le restaurant décidait de renouveler sa vaisselle, parce que généralement, ça se fait graduellement. Anciennement, dans un restaurant, vous aviez un seul modèle, un seul type d'assiette, bien sûr, des creuses, des profondes et tout ce que vous voulez. Mais vous aviez un seul type d'assiette, un seul modèle, qui était même parfois monogrammé au nom du restaurant. Parce que ça se fait encore, on peut monogrammer une assiette au nom du restaurant. Et puis d'autres, en fonction de leur plat, avaient des assiettes quasiment différentes pour chacun des plats de leur carte. Vous aviez des assiettes de type japonisant pour tel plat, vous aviez des assiettes de tel type plus classique pour tel autre, etc. Donc, ils pouvaient se permettre de renouveler leurs assiettes parce que
Ils avaient par exemple 24 ou 36 assiettes d'un modèle déterminé en fonction de leur établissement. Et puis après un an, je change d'assiette, j'en rachète un nouveau modèle. L'ancien, je n'en ai plus que 24 et il m'en faudrait 36. Je le revends à de bonnes conditions. Et ça peut être intéressant si on n'est pas tenu en tant que particulier d'être vraiment à la mode du dernier modèle sorti. Et donc tu veux dire que les particuliers pourraient racheter de la vaisselle au restaurant ? Quand vous avez un restaurant que vous connaissez, vous pouvez toujours leur poser la question et dire tiens, comment vous faites le renouvellement de vos assiettes ? Et puis, est-ce que vous êtes vendeur quand vous les changez plutôt que ça ne coûte rien de demander. Ça ne coûte rien de demander, exactement. Donc finalement, en fait, la conversation a débuté avec Pierre Troisgros et puis on en arrive à parler d'art de la table. C'est ça qui était extraordinaire, c'est pendant le déjeuner, on a même parlé d'histoire, de gens sans peur. On a abordé... Parce qu'en fait, on ne va pas déflorer le sujet, mais Pierre Troisgros nous a expliqué l'origine du nom de sa famille. Hein. Voilà. Et comme c'était un fait historique... Parce que ça s'appelle Troisgros comme Trois Gros. Mais non, parce que je dois t'avouer, la première fois que tu m'as parlé de Trois Gros, on a été manger chez Trois Gros. Oui. C'est comme les trois petits cochons, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il... C'est quand même un peu péjoratif. Quand j'étais encore en école hôtelière et qu'on parlait déjà des frères Trois Gros, moi j'imaginais qu'ils étaient trois également. Hein. Oui, alors qu'ils étaient deux. Oui, mais il nous a dit, vous n'imaginez pas le nombre de blagues et de vannes qu'on nous a fait à ce sujet-là. Et ça, on peut comprendre. Les Trois Gros, vous n'êtes en fait que deux, quoi. Hein. Bon, et ça, il nous l'a expliqué. Mais ça, on ne va pas vous déflorer maintenant les raisons pour lesquelles il porte ce nom-là. Vous aurez comme ça intérêt à écouter nos épisodes. Mais ce qui m'a surpris à la fin, au moment où on a pris congé, la personne donc, qui connaissait Pierre Troisgros et qui était l'entremetteuse de cette entrevue m'a confié que Pierre Troisgros lui a dit: le Guy, là, on ne peut pas le coller. J'ai pas réussi à le coller. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais tant mieux. Je crois que ça prouvera à nos auditeurs, finalement, que nous faisons un podcast avec tout notre cœur, mais aussi tout notre esprit, et que finalement, il est intéressant à écouter, voilà, en toute modestie, mais... C'était un plaisir de partager, et j'ai trouvé ce moment très agréable, un moment de partage comme ça. C'était très convivial. Hein. Convivial, et parfois on peut être impressionné par des gens qui sont des célébrités, des gens qui ont l'air inaccessibles, qui ont l'air d'avoir fait un parcours nettement plus... hors norme. Avec beaucoup plus de succès. Bon, il a 90 ans, il fait 50 ans de 3 étoiles, il a eu sa 3e étoile là, donc à 40 ans. Donc, on dit que la vie ne s'arrête pas à 40 ans. Certains se considèrent vieux à cet âge-là. Je viens juste de dépasser ce cap il y a peu de temps. Finalement, la vie fait que commencer. Et puis, moi, ce que j'en retiens, ce que je voulais partager avec les gens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, d'essayer. Quand on a commencé ce podcast, est-ce qu'on s'imaginait se retrouver là ? En tout cas, je n'imaginais pas, quand on a envisagé de créer ce podcast, qu'un jour nous rencontrerions des personnes aussi intéressantes. Bon, moi je pensais qu'on allait faire de la conversation popote, ce qui a été le cas dans les débuts de nos épisodes. Et puis maintenant, je pense qu'on va essayer de prendre un envol différent, sans non plus trop en dire. Je pense que ce ne sera pas la dernière des rencontres que nous ferons avec des gens intéressants. Et on va essayer de temps en temps, entre les recettes et les produits, de rencontrer des gens que vous aurez plaisir aussi à écouter. Oui, mais sans oublier que la personne la plus importante ici, c'est celui qui nous écoute. Oui, mais la personne nous écoute, mais elle est intéressée par la personne que nous allons interroger aussi. Voilà. Donc c'est un grand privilège d'avoir été les premiers à pouvoir apporter le message de Pierre Troisgros dans les oreilles du public, surtout depuis qu'il s'est retiré de la vie publique. Il a fait peur de ses inquiétudes parce qu'avec tous ses confrères qui commencent à partir et son âge qui devient plus que respectable, et il sait très bien qu'un jour ce sera son tour, et donc il préfère se préserver, et que les opportunités d'apparition publique vont se raréfier. Et c'est là que je me sens d'autant plus honoré et fier de pouvoir vous apporter ça. Donc, vous allez donc pouvoir découvrir dans les prochains épisodes le contenu de cette conversation avec Pierre Troisgros, avec Guy, qui le passe au grill.
Mais il a encore beaucoup de, je dirais, de répondants et de verdeur. Il n'a rien perdu. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Les gens qui ont travaillé, en règle générale, jusqu'à un âge, je dirais, respectable, gardent beaucoup mieux que d'autres qui s'affadissent à partir de 50 ans. Il a gardé toute sa vivacité, toute sa tête. Je dirais, les anecdotes sont fourmies de détails et de choses intéressantes. C'est quelqu'un qui a vraiment encore toute la puissance de l'évocation. Hein. Ça, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Hein. C'est le travail, oui. Tu veux y arriver, c'est le travail. Il faut travailler. Alors Marc, maintenant, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu qu'on allait vous proposer cette conversation en 3 épisodes. Et puis, de quoi allons-nous parler dans le futur? On a prévu quelque chose? Oui, c'est qu'on va arriver tout doucement à l'automne, ça veut dire le gibier, ça veut dire les légumes du style... Il y a un auditeur qui a demandé de faire une série sur les pâtés. Sur les pâtés, voilà, ça tombe bien. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est faire un épisode sur l'influence de la guerre de 14. Oui, on devait en parler, parce que ça fait 100 ans maintenant que cette guerre est terminée. Mais en fait, pour préparer cette émission, je me suis rendu dans une exposition spécialisée dans l'alimentation pendant la guerre. Donc j'ai acheté pas mal de bouquins. Je les ai survolés. Il faut les lire maintenant. Mais je les ai survolés en tout cas. Donc pour faire une émission d'une bonne heure, il n'y a pas de problème, j'ai déjà de quoi faire. Par contre, nous devions parler des vinaigrettes aussi. Ah oui, c'est ça, pour terminer notre cycle d'été, sur lequel j'ai pris beaucoup de retard dans les publications. Voilà, on a prioritisé un petit peu comme il fallait, mais bon, on a eu chaud. Et donc voilà, c'était juste une petite introduction pour expliquer un petit peu cette expérience que nous avons vécue, que nous allons partager avec vous, qui est la conversation avec Pierre Troisgros, qui va s'articuler sur plusieurs épisodes. Je vous laisse le plaisir de les découvrir en fonction de la fréquence à laquelle on va les publier. On va essayer de mettre ça en ligne régulièrement comme il faut. Et voilà, tout est dit. Et donc, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et parler de ce podcast autour de vous. Faites-le découvrir aux personnes que vous... Faites notre publicité, voilà. Ouais, en gros, c'était ça, quoi. Voilà. Parlez-en autour de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.